Bonjour à vous. Alors moi, je viens avec mon timer de 20 minutes. Tout à l'heure, vous avez vu, Carole avait sorti son timer 60 minutes. Moi, je viens avec mon timer 20 minutes et timer que je vais essayer de respecter. Donc en fait, l'idée là, c'était un petit peu de vous présenter une boîte à astuces de comment réussir une inclusion. Et il y a des mots magiques comme comprendre, prévoir, accompagner, adapter, expliciter, structurer et enfin motiver. Ça va vraiment être les mots magiques pour réussir une inclusion. L'inclusion, ça va se réfléchir en amont de l'inclusion, pendant l'inclusion et aussi faire des points réguliers, s'interroger régulièrement. En amont, on l'a dit tout à l'heure, il faut, pour réussir une bonne inclusion, avoir des connaissances sur l'accompagnement des personnes TSA, connaître les particularités de fonctionnement des personnes TSA afin de leur proposer la meilleure adaptation. Si on comprend pas les particularités, on ne pourra pas adapter notre accompagnement. Gary Mezibov disait voir le monde par leurs yeux, et je pense que déjà il faut déjà partir de ce postulat-là pour qu'une inclusion soit réussie. Il faut vraiment les comprendre pour mieux les inclure. Donc en amont d'un projet d'inclusion, il va falloir rencontrer la personne, rencontrer sa famille, rencontrer les professionnels qui l'accompagnent pour certains. Et donc, on va devoir faire une évaluation. Donc, on proposera souvent des entretiens pour évaluer le niveau de communication de la personne, le niveau, les particularités au niveau sensoriel, son profil psychomoteur. Beaucoup l'interroger aussi sur les freins et les facilitateurs à l'inclusion, ce qui le stresse, ce qui l'apprécie, vraiment connaître au mieux la personne et tout ce qui la compose pour pouvoir l'accompagner. Et ce temps qu'on va prendre en amont, ça va vraiment faciliter l'inclusion. C'est pas du temps perdu. Si on prend pas ce temps-là en amont, l'inclusion sera beaucoup plus compliquée puisqu'on n'aura pas une bonne connaissance. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est connaître les TSA, mais aussi connaître la personne qu'on va accompagner dans le projet d'inclusion. Co-construire le projet d'inclusion, c'est pas forcément nous de notre côté. Il faut qu'on sache aussi ce que la personne attend de cette inclusion, de ce projet, ce que sa famille attend, ce que les professionnels aussi attendent. Et puis, il faut qu'on définisse ensemble les objectifs. Et on a souvent tendance à avoir des objectifs à très long terme ou des objectifs vraiment une finalité assez éloignée, sauf qu'on s'aperçoit que les objectifs, il va vraiment falloir y aller pas à pas. Être le plus modeste possible pour qu'on arrive à atteindre nos objectifs et pour pouvoir à nouveau en choisir de nouveau. Et puis donc de ce fait-là, on va projeter dans notre projet d'inclusion d'avoir des objectifs mesurables pour que régulièrement, on va le voir aussi à la fin, on puisse à nouveau réévaluer le projet d'inclusion et le réadapter dans le cas où ce soit nécessaire. Une fois qu'on a co-construit ce projet, on va voir avec la personne pour lui présenter toutes les modalités d'inclusion, et puis aussi visiter les lieux, rencontrer les personnes, que ce soit on va favoriser, on a beaucoup parlé de l'explicite, donc on va donner le plus d'éléments concrets possible pour présenter l'inclusion et pour faire que ça se passe au mieux et que la personne ait le plus de connaissances, le plus de prévisibilité sur le projet d'inclusion. Pour préparer cette inclusion, il va falloir qu'on anticipe
les aménagements, qu'on se pose la question sur les locaux. Alors, quand je vous parle de l'inclusion là, ce qui a été un peu compliqué pour moi, c'est que je vous parle de l'inclusion de la toute petite enfance au milieu professionnel. Donc en fait, choix et lieu adapté pour les tout petits. Est-ce que ça va être un lieu à part à la crèche ou un lieu ou dans l'entreprise? Est-ce que ça va être un bureau ou est-ce que ça va être en open space? Enfin, vraiment qu'on réfléchisse à quel est le lieu et quels sont les locaux qui seront le plus adaptés à l'inclusion. Et puis, est-ce qu'on va avoir besoin d'une pièce hyposensorielle? Et ça, c'est vraiment en ayant une bonne connaissance de la personne incluse qu'on pourra lui proposer les adaptations les plus à même de répondre à ses besoins. On va devoir s'interroger sur la taille et le type de groupe. Est-ce que c'est en groupe entier? Est-ce que c'est en groupe aménagé? Est-ce que c'est des personnes à besoins particuliers ou non? Au niveau de nous, nos moyens humains, au niveau du taux d'encadrement, et puis aussi, il faut quand on a un projet comme ça d'inclusion, il faut qu'on identifie la personne référente du projet, mais aussi la personne ressource, celle vers qui la personne TSA pourra se retourner quand on aura besoin d'informations ou d'être épaulée au moment de son inclusion. Et puis aussi anticiper sur tout ce qui est matériel. Est-ce que la personne utilise déjà un certain matériel ou est-ce que nous on doit l'acheter ou est-ce qu'on doit aussi aménager et avoir aussi un aménagement et un matériel supplémentaire pour accueillir cette personne. Sensibiliser le groupe, Carole l'a évoqué tout à l'heure, on a vraiment peur que de ce qu'on ne comprend pas. Donc, il va falloir qu'on prenne le temps d'expliquer aux autres personnes le fonctionnement d'une personne TSA, les sensibiliser aux particularités des personnes TSA afin qu'ils le comprennent mieux et qu'ils puissent l'intégrer tout à fait et l'inclure dans le groupe. Et ça, la sensibilisation du groupe, ça dépendra vraiment de l'âge de la personne, de ses modalités de fonctionnement, du lieu d'inclusion. On réfléchira on sensibilise le groupe en présence de la personne TSA ou un second moment sur le groupe qui inclut mais pas forcément en présence de la personne. Ça sera aussi, on posera la question à la personne TSA de ce qu'elle souhaite aussi, comment elle souhaite qu'on sensibilise le groupe qui l'accompagnera, enfin qui le côtoiera. Pendant on a évoqué adapter sa communication explicite. Je pense que vous avez compris. On l'a assez répété. Il faut vraiment être clair. Clair dans son discours, clair dans ses consignes. Carole vous a déjà donné beaucoup d'exemples sur qu'est-ce que l'explicite. Pas de langage imagé. Des questions, alors pas de langage imagé, on verra aussi, tout à l'heure pour pas forcément de second degré, ou alors on explicite notre humour, une consigne à la fois, je le revois aussi après tout à l'heure, je vous en reparle, des phrases courtes, des phrases informatives. On dit ce qu'il faut faire, des questions fermées qui demandent comme réponse oui, non. Si on est trop vague, on n'aura pas la réponse et on n'aura pas l'intégration de la consigne. S'assurer d'être compris, nous reformuler et puis aussi demander à la personne porteuse de TSA de reformuler pour s'assurer que la personne a bien compris ce qui avait été demandé. Et on privilégie les consignes individuelles. Il y a des consignes des fois qui sont données comme ça de façon collective, sauf qu'on essaie la plupart du temps on essaie quand même de réindividualiser, d'interpeller la personne. Des fois, il va falloir, tout en respectant ses particularités, mais de l'interpeller de façon individuelle, aller lui taper sur l'épaule pour vraiment qu'elle comprenne que c'est à elle qu'on s'adresse, puisque ça peut être compliqué pour elle si jamais la consigne n'est pas individualisée.
En même temps, je relis. On s'aide aussi, donc il y a aussi laisser du temps de réponse. Il y a un temps de latence qui peut être importante chez la personne avec autisme. Donc, on a des fois tendance à re-questionner, redonner la consigne très rapidement, alors qu'on n'a pas respecté le temps de latence. Des fois, on donne la consigne et il va falloir attendre un petit 10 secondes, 20 secondes avant d'avoir une réponse. Ça, c'est justement avec tout le travail que vous avez fait en amont pour en savoir plus sur les particularités de la personne TSA que vous accompagnez ou qui est incluse. On vous donnera ces informations-là parce que le temps de latence, les parents ou les professionnels qui pouvaient déjà accompagner la personne TSA connaissent souvent son temps de latence, ou la personne elle-même d'ailleurs. Séquencer les consignes. Allez, on l'a dit tout à l'heure, vraiment pas à pas, consigne par consigne. Il faut pas être dans trop implicite. Finis ce que tu as à faire. Non, il faut dire voilà, tu vas faire ça, après tu feras ça, après tu feras ça, et la finalité ce sera ça. C'est consigne par consigne et le plus explicite possible. Un petit exemple justement pour favoriser la compréhension des consignes orales. Vous n'allez pas lui dire bon allez, tu te prépares. Ok, mais qu'est-ce que c'est? Tu te prépares. C'est quoi le début? C'est quoi la fin? Je vous rappelle qu'ils peuvent aussi avoir des problèmes au niveau de la planification. Donc, il vaut mieux être explicite et passer en fonction des compétences de la personne sur du visuel, alors sur des pictos, sur des images, sur de l'écrit. Ça aussi, il faudra que vous l'adaptiez par rapport à la personne qui sera incluse. Mais soyez le plus explicite possible et avec des étapes, avec des consignes étape par étape. S'adapter aux difficultés de la communication de la personne autiste. Les personnes TSA, visibles ou invisibles, ont des difficultés d'expression pour se faire comprendre, pour faire des demandes, pour demander de l'aide. C'est très compliqué pour elles d'être à l'initiative d'une demande d'aide. Donc c'est en ayant fait tout le travail en amont de connaissance de la personne en position d'inclusion que vous saurez aussi quoi lui proposer pour qu'elle puisse vous faire des demandes de façon très explicite, et aussi d'où l'intérêt d'une personne ressource qui sera la personne la personne dans laquelle elle aura le plus confiance et qui saura répondre à ses demandes. Communication des émotions. Alors, au niveau des vôtres, il faut que vous soyez clair. On l'a dit tout à l'heure, pas d'ironie. Souvent, nous, on est ah bah bravo. Sauf qu'en fait, pour une personne TSA, c'est bien. Elle n'a pas la compréhension de l'ironie. Donc, ce genre d'interpellation ou ce genre de réflexion, on les évite avec les personnes TSA. Il faut aussi que vous soyez cohérent dans votre message et quand vous voulez passer une information, on va pas faire un grand sourire, genre ah super, hein. Non. Enfin, si vous n'êtes pas content, il faut que sur votre visage, ça se lise le mécontentement. Vos émotions, il faut vraiment qu'elles soient marquées et très lisibles pour la personne TSA. Et puis aussi, la communication des émotions, les leurs. Souvent, on interprète mal, surtout au niveau du visage. On peut avoir des visages assez peu expressifs et on ne sait jamais. On se dit ah donc t'es pas content alors? Non, c'est juste que voilà, il y a une expression assez pauvre ou non marquée au niveau du visage. Donc nous, il faut pas qu'on interprète, il faut plutôt qu'on pose la question de l'état émotionnel, qu'on pose directement la question. Comme d'autres vont avoir toujours un sourire, mais en fait, pour certains, le grand sourire, c'est je suis stressée et ça va pas bien. Donc voilà, il faut toujours pour travailler, poser la question ou travailler avec des supports visuels sur les émotions. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, tout en sachant que ça s'acquiert. C'est aussi
Quand on accompagne les personnes avec autisme, c'est apprendre à apprendre. Et là, je vous ai mis des jolies petites images, mais il faut l'avoir travaillé en amont. Ça s'applique pas comme ça en disant bon allez vas-y, dis-moi ton émotion. Si vous l'avez pas travaillé en amont, il y aura pas l'effet escompté. Pardon. Aménager et rendre prévisible, prévisibilité du temps, de l'espace. Bon, je vous le passe comme ça. C'est vraiment l'idée, c'est prévisibilité. Pourquoi? C'est pour ça que je vais vite l'évoquer. La personne TSA, c'est un penseur visuel. Donc, d'où l'intérêt pour tous les supports visuels, pour comprendre mieux et pour que ça soit le plus explicite possible. Qui, quoi, comment, combien de temps, comment. Qui, quoi, quand, combien de temps, comment, où. Voilà, que ça soit très rapide et que très explicite pour eux. Et ils ont besoin aussi d'un environnement cohérent, prévisible, pour permettre d'être apaisés et de pouvoir être inclus le plus facilement possible. Les supports visuels, on en a tous besoin. Là, je vous ai mis des petites images. On a tous besoin de notre téléphone pour savoir quelle heure on est, de notre plan pour savoir où est-ce qu'on va. Et je vous ai mis sur le petit dessin d'en bas, un support visuel c'est bien, mais il faut que ce soit compris. Parce que vous voyez là, c'est écrit en chinois, donc oui, le support visuel vous l'avez là, mais s'il n'est pas compris par la personne, il sera pas utile. Donc il faut aussi qu'on adapte nos supports visuels. L'environnement, prévisibilité dans l'espace, organisation physique de l'environnement qui va permettre la compréhension de l'environnement et ça va surtout favoriser l'autonomie. Dans un premier temps, ça prend beaucoup de temps puisqu'il faut qu'on adapte l'espace, les lieux, qu'on les rende prévisibles, mais dans cette idée qu'en fait, ça va favoriser l'autonomie de la personne et qui sera moins dépendant. Alors là, normalement, si je respectais ce que j'avais dit, j'arrête. Est-ce que je vais avoir un trouble du comportement si je remets un petit... Ça va? Vous le dites? Un petit peu plus de temps. 10 minutes. Il y aura des zones, mais ça sera vraiment aussi en fonction du lieu de l'inclusion. Donc, faudra vraiment y réfléchir. On va pas faire on mettra pas les mêmes organisations dans une crèche que dans un milieu professionnel. Mais il faut vraiment réfléchir à l'organisation des espaces. J'y pensais encore l'autre jour, on en a tous besoin de l'organisation des espaces. Quand on va faire ses courses dans un magasin autre que celui qu'on connaît, l'aménagement et les espaces ne sont plus les mêmes, c'est plus au même endroit. Et là, on perd tous nos moyens et il va falloir qu'on aille demander à quelqu'un du supermarché où est telle chose. Donc on perd en autonomie. Alors que quand l'environnement spatial est connu et prévisible, en fait, on est beaucoup plus autonome. Donc voilà, c'est cette idée vraiment de réfléchir à l'organisation spatiale pour rendre la personne la plus autonome possible. Il y aura des repères visuels dans les rangements. Là, j'ai mis des petites photos. Alors, c'est dans les rangements, mais ça peut être aussi dans les rangements du quotidien. Par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure et puis on en parlera cet après-midi, vivre et travailler autrement, dans l'usine Andros, il y a aussi zonage, identification des espaces, pour qu'après, en fait, le salarié puisse se débrouiller de façon autonome dans son activité professionnelle. Et ça, c'est vraiment une grande aide que d'avoir ce genre d'organisation spatiale. L'environnement temporel, on va aider à prévoir les événements du quotidien et les événements hebdomadaires pour travailler sur la prévisibilité, sur l'anticipation, toujours sur l'autonomie et aussi sur l'autodétermination. On n'est pas dépendant, on fait ses choix parce qu'on on a donné les outils pour que l'inclusion soit facilitée et soit le plus prévisible au niveau temporel. Ce qu'il faut au niveau du visuel, c'est que la personne, on l'a dit tout à l'heure, elle sache ce qu'elle va faire, où est-ce qu'elle doit aller, l'ordre des activités, ce qui va se passer après. Et de ce fait-là, ça va les rassurer
Ça va rendre le séquençage beaucoup plus compréhensible. Et puis, ça permettra même aussi, par la suite, une meilleure flexibilité. On rend le monde prévisible pour après travailler sur la flexibilité, mais c'est répondre aux particularités des personnes TSA pour après que la personne TSA puisse répondre aussi aux demandes de son environnement. Donc on l'a dit, timer, sablier. On a en tête un petit peu aussi tous les profils de personnes porteuses de TSA. Donc ça va être de l'objet, ça va être de la photo, ça va être du picto, ça va être de l'écrit, ça va être à la journée, à la semaine, au mois. Vraiment ça, il faudra que ça soit individualisé. On va clarifier les activités, quel exercice doit le faire au niveau de la nature de la tâche, combien d'exercices dois-je faire, la somme de la tâche, quand est-ce que j'ai terminé les exercices, la fin de la tâche, et qu'est-ce que je dois faire ensuite, l'activité suivante. Promis, j'ai bientôt fini. Structurer les temps informels. On l'a dit tout à l'heure. Pour nous, le temps de pause, c'est le moment où je vais être bien. Pour les personnes avec TSA, le temps de pause, ça va être le moment le plus angoissant puisqu'il n'y a rien de prévu. Donc, on va définir avec elle ou avec lui comment s'occuper pendant ce temps de pause. Et puis, on va aussi expliciter les attentes sociales du lieu. Qu'est-ce que je dois faire pendant la pause café ? Un petit peu aussi travailler sur les attentes sociales pendant ces temps informels. La motivation. Parce que c'est la finalité de tous. Il va falloir qu'on valorise les compétences. On va déjà partir des intérêts de la personne quand c'est possible. On va partir de ses réussites. C'est pour ça qu'on disait micro-objectifs, pas des objectifs trop hauts, mais étape par étape, micro-objectifs pour être dans la réussite et faire qu'on soit encore plus motivé pour continuer. Renforcer les comportements, on va évaluer ce qui motive, ce qui renforce, et puis après, on fera aussi au niveau des modalités. Est-ce que on peut simplement, à la fin de la journée, dire à la personne « c'est bien, c'est super, t'as bien travaillé », même si le bien travaillé, il faudra plutôt qu'on soit plus explicite en disant « tu as bien fait ci, tu as bien fait ça ». Ou pour d'autres, des plus jeunes ou des plus en difficulté, il faudra qu'on renforce et qu'on propose des motivations à plus court terme sur une seule activité ou sur une demi-journée. Et ça aussi, ça sera évalué. Et puis, régulièrement, je fais stop. J'évalue. Est-ce que mon inclusion se passe bien ? Qu'est-ce qui est compliqué ? Est-ce que je propose les bons outils ? Est-ce que c'est adapté ? Je me pose, j'évalue avec la personne, avec sa famille, avec les professionnels. Et après, ok, c'est bon. On a évalué, on a vu ce qu'il y avait de bon, ce qui était plus compliqué. Et après, on peut continuer. Voilà.